Merci, Monsieur le Président. À mon tour, et comme ceux qui m'ont précédé à cette tribune, je vais évidemment dire que nos têtes sont ici, mais que nos cœurs battent à Strasbourg et que nous pensons aux victimes, aux morts, aux blessés, à leurs proches, à leurs familles. Je voudrais avoir une pensée pour tous les parlementaires de ce beau territoire alsacien. Et vous me permettrez d'en avoir une particulière pour notre vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman, qui est actuellement dans sa permanence parlementaire au cœur du quartier de Neudorf, où interviennent en ce moment même les forces de l'ordre. Je voudrais vous remercier au nom du mouvement démocrate et apparenté, chacune et chacun d'entre vous dans cet hémicycle, parce que nous pouvons être fiers d'appartenir à cette Assemblée quand elle se sent unie dans une même émotion et dans une même détermination. Nous pouvons être fiers d'appartenir à cette Assemblée de l'unité nationale contre le terrorisme, comme nous l'avons montré hier. Alors nous nous retrouvons pour une motion de censure présentée par 3 groupes minoritaires. Il est vrai que nous aurions préféré que vous vous entendissiez plus tôt pour pouvoir débattre il y a quelques jours, en début de semaine. Mais la démocratie doit continuer de vivre, et plus encore dans les moments où elle est attaquée. Et même si nous ne vous aiderons pas à la faire prospérer, au fond, je dirais que cette motion est légitime, parce que nous traversons une crise sociale qui est devenue une crise politique, et que c'est bien ici que doivent être débattues et dénouées les crises politiques. La démocratie, c'est la démocratie représentative. Et même si nous avons entendu des demandes de plus de démocratie participative, l'un ne se substitue pas à l'autre. Il faut bien que les deux avancent ensemble pour oxygéner la démocratie. Et c'est en renforçant la démocratie représentative que, comme nous y invite le Président de la République avec le vote blanc, nous pourrons demain ouvrir de nouvelles voies à la démocratie participative. Alors, dans le cadre d'une motion, il est légitime que les oppositions s'opposent au gouvernement, il est légitime que la majorité le soutienne, mais il est surtout utile que de nos débats naissent des solutions. Parce que nous sommes entrés dans le temps des solutions. Le Président de la République a proposé des solutions, et même au-delà, il a tracé une vision pour le pays. Nous ne vous suivrons donc pas dans cette motion de censure, parce que, au fond, vous voulez un nouveau gouvernement, et que nous, avec le gouvernement, nous proposons plutôt une nouvelle société. Et sous l'impulsion du Président de la République, c'est à bâtir, c'est à construire cette nouvelle société, ce nouveau contrat social et civique que le gouvernement nous invite. Je voudrais dire un mot d'abord d'efficacité. Notre Président de la République, à la différence de beaucoup de ses prédécesseurs, à la première grave crise qu'il traverse, il ne s'est pas arrêté. Dans ce que nous avions vécu auparavant, à la première crise, c'était un pas en avant, 2 pas en arrière, et les quinquennats duraient 18 mois. Alors notre pays a beau être un grand pays, c'est peut-être pour ça aussi que, quelques décennies plus tard, il y a des gilets jaunes sur les ronds-points, parce que même un grand pays, s'il n'est géré qu'à mi-temps, ou peut-être même à tiers-temps, ou à tiers-quinquennat, effectivement, il ne peut pas s'en sortir. Je crois qu'avec Emmanuel Macron, nous avons quelqu'un qui ne propose pas à la première crise de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, mais qui propose de faire un pas en avant et 2 pas en avant. Parce qu'il nous propose aujourd'hui d'accélérer les réformes. Il nous propose d'accélérer les bénéfices sociaux des réformes que depuis 18 mois, aux côtés du gouvernement, nous avons conduites. Il a raison. Parce qu'il n'y a pas de réforme sans justice. Et parce que la France a besoin de beaucoup de réformes, donc elle a besoin de beaucoup de justice. Et au fond, depuis 30 ans, notre pays est ballotté dans la mondialisation parce qu'il n'a pas su, pas voulu, il n'a pas été dirigé pour s'adapter à la mondialisation. Et s'en sont suivis le déclin industriel, divers chocs de compétitivité, le chômage de masse, les déficits commerciaux, et au fond, ce sentiment et cette réalité profondément ancrée d'un déclassement pour le pays et d'un déclassement pour sa population. Un déclassement économique, le pouvoir d'achat, parce que oui, les taxes ont augmenté 2 fois plus vite que les salaires depuis 10 ans. Un déclassement social au premier rang duquel l'inquiétude que nos enfants, Monsieur le Premier ministre, vivent encore moins bien que nous. Un déclassement politique parce qu'au fond, le dépit de soi entraîne la haine des autres et conduit à des comportements violents et à des votes extrêmes. Nous répondons, et nous devons répondre plus encore,
à ces déclassements économiques, sociaux, politiques. Nous devons accélérer et lancer à travers le débat national qui s'ouvre, au fond, un projet plus sociétal encore. Parce que quand le président de la République et le gouvernement proposent d'augmenter de 100 € le SMIC, c'est juste. Et au-delà, ça ouvre un débat salarial. Parce que l'année dernière, dès notre arrivée aux responsabilités, nous nous sommes d'abord consacrés aux plus fragiles. Et nous pouvons être fiers d'avoir augmenté les petites retraites, l'allocation adulte handicapé, d'avoir amélioré l'école dans les quartiers difficiles. Cette année, nous pouvons consacrer plus encore de moyens aux salariés modestes. Mais quand on parle des salariés au SMIC, c'est évidemment une invitation à travailler sur une réforme sociale et salariale encore plus grande, parce que quand on parle des salariés du SMIC, évidemment, nous pensons aussi à ceux qui gagnent le SMIC plus 10%, à ceux qui gagnent le SMIC plus 15%, à ceux qui se battent par leurs études, par leur formation tout au long de la vie, par leurs efforts, par leur énergie pour continuer à monter les barreaux de l'échelle sociale. Et en ouvrant le débat sur le SMIC, en prenant cette décision, en suivant la mesure qui est offerte par le président de la République, nous promettons aussi, à travers le débat national, que le premier pilier de ce débat, ce sera celui de la justice sociale et de la justice salariale. Et quand le gouvernement nous invitera à parler CSG pour les retraités, au fond, l'engagement qui est le nôtre, celui du gouvernement, celui de la majorité, c'est de faire en sorte que le travail paye. Alors, si nous voulons que le travail paye mieux pour les Français qui travaillent, au fond, il est logique qu'il paye mieux aussi pour ceux qui ont travaillé, pour les retraités. Mais ce sera aussi une invitation à une vaste réforme fiscale sur le financement de notre protection sociale, pour qu'elle soit plus équitablement répartie et qu'elle ne pèse pas seulement sur les épaules des salariés. Sur les barèmes de l'imposition sur le revenu, notamment des classes moyennes. Parce que la vie est différente quand dans un foyer fiscal, on gagne 35 000 € ou 65 000 € par an. Or, aujourd'hui, c'est le même taux qui s'applique à ces foyers. Nous devrons travailler, et La République En Marche nous y invite et nous la soutiendrons, sur la taxation des GAFA, sur la niche Copé, sur la fiscalité des grandes entreprises. Et nous pourrons surtout, dans le cadre de ce débat sur la fiscalité, objectiver les termes du débat. Parce que dans un pays où depuis trop longtemps on paye trop d'impôts, on a toujours le sentiment d'en payer plus que le voisin. Et être capable de travailler foyer par foyer pour déterminer sur le reste à vivre, une fois qu'on a retiré les dépenses contraintes, pour savoir ce qu'est l'effort réel consacré par chaque Française et chaque Français à la contribution à l'État, aux forces de l'ordre, aux hôpitaux, à l'école. Si nous pouvons objectiver ce débat, alors nous pourrons travailler ensemble en nous regardant autrement que comme forcément le privilégié ou le privilégié d'un autre. C'est dans le grand débat national le rendez-vous aussi de la justice fiscale. Alors, j'ai entendu la présidente Duby-Muller évoquer la question du financement. Au fond, vous avez raison, il est fondamental que les mesures sociales ne soient pas financées par le déficit. C'est la responsabilité d'ailleurs à laquelle nous a rappelé le Premier ministre dans son intervention. Et dans le débat parlementaire que nous aurons à conduire dans les jours qui viennent, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté fera aussi, aux côtés de La République En Marche, des propositions pour aller en ce sens. Nous proposerons, par exemple, de reconduire le CICE plutôt que le modifier, parce que cette mesure ne serait pas pénalisante pour les entreprises et qu'elle serait salvatrice pour les finances publiques. Pas pénalisante car que le soutien aux entreprises arrive par un crédit d'impôt ou par une baisse de charges, c'est un même soutien à l'emploi. Elle n'est pas pénalisante pour les PME surtout, parce que les PME font déjà ou ont la possibilité de faire un préfinancement de leur CICE. Et elle serait salvatrice parce que cette bascule pourrait s'effectuer après les réformes structurelles que sont celles de l'assurance chômage, des retraites, de la réforme de l'État dont le Premier ministre a parlé tout à l'heure, parce que c'est effectivement à travers ces réformes structurelles que nous trouverons un durable équilibre des comptes publics. Et au fond, cette mesure serait salvatrice parce que le gouvernement avait proposé cette bonne mesure pour remettre les finances à l'endroit. Parce qu'il n'y a pas pire monstre budgétaire que le CICE, payer l'année d'après une charge décidée l'année d'avant. Mais c'est précisément grâce à cette orthodoxie budgétaire,
grâce au sérieux budgétaire dont nous avons fait preuve depuis 18 mois, qu'aujourd'hui, nous pourrions être, nous le mettons au débat, en capacité de financer des mesures sociales sans creuser le déficit. Vous avez évoqué enfin les Gilets jaunes. Je veux dire à cette tribune, au nom du mouvement démocrate et apparenté, mais je crois qu'on peut le dire au nom de tous, je veux leur dire d'abord du respect. Mais dire à certains dans cet hémicycle que les respecter, ce n'est pas les inciter à défiler encore samedi. Que les respecter, ce n'est pas les suivre pour faire croire qu'on les précède, ce n'est pas feindre, puisque leur initiative vous a dépassé, que vous en êtes les organisateurs. Et au fond, les Gilets jaunes, s'ils veulent une représentation politique, je crois qu'ils s'organiseront eux-mêmes et sans vous. Alors, parmi les 3 groupes qui ont porté cette motion de censure, l'un d'eux voudrait leur faire la révolution. 2 autres, qui soutenaient le quinquennat précédent, voudraient les ramener à ce dit quinquennat. Mais moi, je crois que leur proposer de refaire le match de l'élection présidentielle, c'est mépriser leurs revendications et, au fond, c'est mépriser la démocratie. Et leur proposer un retour en arrière, ce n'est sûrement pas un projet d'espoir pour leur donner à nouveau goût à l'avenir. Au fond, mes chers collègues, cette motion de censure s'adresse aux responsables de la crise. Ce gouvernement, cette majorité en prennent leur part. Mais tous les gouvernements des majorités précédentes ont la leur. Ce gouvernement, cette majorité prennent leurs responsabilités, proposent des solutions et tracent un chemin. Ils ne méritent pas la censure. Les gouvernements des majorités précédentes, par contre, c'est vrai, les auraient mérités, mais ceux-là, ils sont déjà tombés. Donc cette motion de censure est donc au mieux incongrue, au pire, c'est comme un boomerang pour ceux qui l'ont déposée. Alors, travaillons ensemble pour refonder le pacte économique, le pacte fiscal, le pacte social, le pacte démocratique de notre pays, car c'est de notre ardeur et de notre unité dont la France a besoin. Nous allons continuer à travailler au service du pays. Je vous remercie.